Bonjour, bienvenue à cette rencontre sur la musique. On va parler aujourd'hui de la circulation des productions africaines entre la France, l'Afrique et plus globalement le continent européen et plus largement encore le monde. Donc autour de cette table, autour de cette conversation, j'ai la chance d'avoir Madame Candy Guira, Monsieur Blik Bassi, Monsieur Sébastien Lagrave et bien sûr DJ Masta Premier. C'est bien ça, hein? C'est ça. Yes. Vous savez tous, la musique africaine aujourd'hui, je dirais que ce serait trop de le dire, elle est en train d'impacter le monde comme jamais auparavant. On a connu la première grosse vague des années 80, la world music, la sono mondiale, qui a vraiment pris son impact et son essor depuis Paris. Et puis depuis 10 ans, depuis un peu moins de 10 ans aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, l'afrobeat, l'afro-pop, et puis bien entendu la musique urbaine ici en France, portée par beaucoup d'artistes de la diaspora africaine, donc qui impacte énormément. Et du coup, cette musique finalement, elle passe par les réseaux sociaux, elle vient du continent africain, elle impacte les publics, et elle embrase les radios, les programmations des festivals, les programmations des scènes, et finalement, dans ce contexte de crise, qui est le contexte de Covid, qui contraint, qui restreint vraiment la circulation, la diffusion, finalement, on a envie de se poser la question, mais comment ça se passait avant? Parce qu'on a l'impression qu'on rentre vraiment dans une ère nouvelle, et j'ai vraiment envie de vous emmener vers cette découverte aussi de la circulation de la musique, et je dirais même, on va démarrer par son commencement, la world music, et je vais me tourner vers toi, Blik, qui est un artiste finalement qui a vraiment émergé dans cette grande famille, parce que les jeunes aujourd'hui ne se rendent pas compte, mais c'était une énorme famille. Et toi, tu as commencé ta carrière finalement au Cameroun, et aujourd'hui on te retrouve dans toutes les scènes de France. Mais finalement, comment s'est passé ce moment où tu es devenu une star au Cameroun et qu'aujourd'hui on te retrouve sur les scènes à Vincennes, dans toute la France et dans le monde entier, quoi? Je pense que c'était une époque complètement différente d'aujourd'hui, c'est-à-dire il suffit de regarder comment les choses, au niveau même tout simplement du travail technique de chaque artiste. C'est-à-dire, nous à l'époque, moi j'ai commencé avec Makaz, avec le groupe avec lequel j'ai mis 10 ans, et on répétait tous les jours, c'est-à-dire de lundi à samedi, on allait répéter de 10h à 19h, quoi. C'est-à-dire, quand je parle de répéter, c'est-à-dire on travaillait nos voix, on travaillait nos chansons, on travaillait les arrangements sans jamais toutefois savoir est-ce qu'on va faire un concert, est-ce qu'on va passer à la télé. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Donc, on avait décidé de porter notre métier parce qu'on avait décidé d'en faire un métier professionnel. Et donc, du coup, la démarche était vraiment de pouvoir d'abord, avant de prétendre monter sur une scène ou tout simplement de montrer notre travail, il fallait faire un vrai travail de professionnalisation à travers déjà la maîtrise artistique du métier, mais également en cherchant à comprendre comment fonctionne le droit d'auteur, par exemple, la diffusion, quels seraient les différents canaux pour pouvoir exporter notre musique dans un environnement comme le Cameroun où à l'époque, il y avait presque rien. C'est-à-dire, je me rappelle, on travaillait sur notre batteur, sa batterie c'était un carton avec une pierre à l'intérieur et la caisse claire c'était un tabouret sur lequel il jouait. La première fois moi j'ai chanté dans un micro en répétition, c'était 4 ans après qu'on ait commencé à travailler. Et à l'époque, c'est l'un des patrons du PMU qui est arrivé et qui nous a vu répéter et à écouter les chansons, le résultat de ce travail où on n'avait pas grand-chose en fait, mais où il y avait quelque chose. Et donc c'est là où il a décidé de nous faire un don de matériel qui nous a permis de commencer à travailler, mais pour vraiment dire qu'on était dans une démarche de professionnalisation et on se disait peut-être quelques années plus tard, on pourra montrer ce qu'on était en train de faire, mais il fallait d'abord travailler. Et aujourd'hui, et donc, puisque notre initiative était non seulement de montrer notre travail dans l'environnement dans lequel on vivait, c'est-à-dire le Cameroun, l'Afrique, et puis petit à petit essayer de sortir pour aller beaucoup plus loin en Europe et tout. Mais il y avait vraiment une vraie stratégie pensée, quoi. Et malheureusement ou heureusement, en fait, il y a du positif et du négatif. C'est que nous sommes aujourd'hui dans une époque où les choses ont complètement changé, grâce à la démocratisation aussi des médias, mais également des outils. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès avec très peu de moyens à une carte son, à un ordinateur et pouvoir enregistrer à partir de sa chambre.
mais également pouvoir diffuser son travail à travers la démocratisation des plateformes et des médias, quoi. Bien sûr. Et c'est super, en même temps, ça vient complètement complexifier encore le travail d'artiste musicien parce que du coup, on a énormément de propositions sans que les artistes soient prêts, sans qu'il y ait une vraie stratégie de diffusion, de distribution et même un vrai plan de carrière. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde aussi où tout va vite et où tout simplement tout le monde est champion de tout et donc ça devient très très compliqué et c'est sur le long terme que les choses peuvent s'avérer vraiment très compliquées, quoi. Tout à fait. Sébastien, toi qui justement t'occupes, tu es le directeur, le président d'Africolor, du très grand festival qui a plus de 30 ans maintenant, je dirais que c'est un monument, c'est une étape, je dirais, presque obligée pour bon nombre d'artistes africains. Et toi, justement, quand tu programmes les artistes africains, je sais que quand on regarde quand on regarde ta programmation, bon nombre d'entre eux, la majorité d'ailleurs, viennent du continent. Alors comment ça se passe quand tu as affaire à un artiste comme Blick, que tu découvres au Cameroun, à Bamako, au Burkina Faso? Enfin, comment est-ce que tu vas justement à sa rencontre? Alors, c'est ce que raconte Blick, effectivement, ça a été un peu l'histoire aussi d'Africolor au début, et puis l'histoire de cette world music qui a beaucoup été structurée. Enfin, les rapports Nord-Sud et ces circulations des productions, elle a beaucoup reposé, entre guillemets, dans un schéma assez discutable, hein, sur des directeurs de labels, des directeurs de festivals, un peu historiques des années 80-90, qui allaient, et le mot, et je mets plein de guillemets, découvrir des artistes sur le continent, avec cette croyance partagée, cette adhésion qu'il fallait passer d'abord par l'Institut français du pays, et ensuite avoir, entre guillemets, la chance d'aller faire une scène en France et que le directeur de label vous signe, etc. Et ça, on a beaucoup été sur ce schéma de circulation dans les années 80-90. Et effectivement, Africolor, dans les débuts, a fait partie de ce schéma dans lequel, eh bien, le directeur, et moi aussi, hein, je le fais encore, eh bien, on se déplace, on rencontre des artistes, on discute avec eux, et puis, dans cette optique de programmer des artistes qu'on appelle émergents, qu'on appelle inconnus, etc., mais qui peuvent être des grands maîtres ou des légendes là-bas. Je pense avec Blick, c'était la première fois depuis longtemps que Crotal venait du Cameroun il y a 2 ans. Voilà, Crotal, c'est une star absolue, et ici, le consulat le connaissait pas, voilà, etc. Donc on fait ce travail de circulation à travers les visas, à travers les contrats de travail, ce travail de conviction des autorités consulaires et diplomatiques. Et puis, on fait un travail de conviction des lieux avec lesquels on travaille d'ici, en leur disant, mais vous savez, ce grand rappeur comorien qui s'appelle Cheikh MC, que vous ne connaissez pas, eh bien, dans 6 mois, il va vous remplir votre salle comme jamais vous l'avez remplie depuis le début de l'année. Et c'est ce qui est arrivé, voilà, en pleine grève. Et donc, on a ce double de travail de conviction qui fait voilà, l'existence d'Africolor depuis le début. Un peu plus d'une trentaine d'années. Je me retourne vers Notre-Dame. J'ai manqué à tous les usages. Hein. Il n'y a pas de souci, mais c'est bien. Je te prie de me pardonner, Candy. Il n'y a pas de souci. Toi, voilà, qui aujourd'hui, tu es d'origine du Burkina, c'est ça. Je me semble que tu as participé au prix RFI. Oui. L'un des dispositifs, justement, qui permet, nous on sait ici que le prix RFI, ce sont des artistes africains auxquels on nous demande de voter souvent. On reçoit souvent plein de messages sur les réseaux sociaux, votez pour moi, votez pour moi. Est-ce que toi, justement, tu as eu la chance d'émerger, en tout cas finalement de circuler grâce à ces dispositifs-là, dont parle Sébastien aussi d'une certaine manière? Oui, je vais juste rectifier un tout petit peu parce que c'est pas le prix RFI que moi je lis, je suis RFI Talent. C'est 2 dispositifs différents. Parce que prix RFI, je pense qu'il faut être, comment on dit, il faut vivre sur le continent déjà pour participer. Il faut pas être en diaspora en fait. Donc moi c'est plutôt RFI Talent, je suis RFI Talent. Je suis vie ici, donc du coup, ça fait que cela a permis à ce que j'ai ces chances-là. Mais c'est un dispositif qui a apporté beaucoup pour moi, niveau, on va dire, diaspora, quoi. Pas sur l'Afrique, pas sur le continent. La partie où ça a vraiment apporté dans le continent, c'est vraiment de plus me faire connaître ici, par ensuite arriver par leur biais, les collaborations des radios des uns et des autres sur RFI, faisant que, voilà, en Afrique aujourd'hui, les gens connaissent Candy Burkinabé qui chante et qui vit en France, quoi. Mais avant ça, moi, je suis venue d'abord avec un projet théâtral qui m'a fait quand même tourner ici. Mais c'est un projet qui a commencé au Burkina Faso.
dans lequel j'ai eu la chance de participer au casting et j'ai été sélectionnée. Donc, on l'a créé au Burkina Faso, on l'a façonné en Allemagne et on a ensuite fait tourner dans toute l'Europe, au fait. Et c'est après ça que moi, je me suis installée parce que comme j'étais dans 2 avions, et j'ai voulu poser les pieds quelque part pour au moins construire quelque chose. Maintenant, le Burkina étant mon pays de naissance, que je connaissais très bien le terrain et que je connaissais à peu près le showbiz, comment ça tournait un peu, et je rêvais aussi de plus grand. Je me suis dit, bon, je vais me poser dans le pays que je connais le moins et puis voir qu'est-ce que je peux créer, recommencer là-bas et peut-être donner plus d'écho à ce que je fais. C'est pour ça que moi, je me suis installée là. C'est pour ça que tu t'es retrouvé là. Ouais. D'accord. Monsieur Masta, Yes. Masta Premier, toi tu es DJ et tout à l'heure je parlais justement de ces nouvelles musiques. Parce qu'effectivement, il y a eu cette première génération qui a été le boom, hein, qui a fait émerger énormément de talents, finalement, qui profite aussi à cette nouvelle génération aujourd'hui, qui fait plus une musique pop, une musique urbaine. Et toi, qui es DJ, finalement, c'est la musique que tu joues. Finalement, comment se passe aussi, toi, de ton côté? Tu es ici à Paris, on t'a vu organiser plein de concerts, on t'a vu emmener plein de DJ, faire connaître énormément de musique et de talents de ton pays et bien d'autres. Finalement, comment est-ce que toi aussi tu vas à la rencontre, à la découverte de tous ces talents, quoi? Il faut dire que la majeure partie on va dire de l'endroit où on va aller puiser les nouvelles découvertes, c'est Internet. C'est Internet. Je suis très connecté. Je suis très connecté. Je fais beaucoup de veille pour voir ce qui se passe dans différents pays d'Afrique, pas que le Cameroun. Je m'intéresse beaucoup à la zone francophone parce que je trouve que les artistes de cette zone ne sont pas, du côté de l'Afrique, hein, je parle, ne sont pas assez mis en avant. Oui, il y a le Nigeria qui bouffe vraiment, le Nigeria et le Ghana qui bouffe vraiment le marché pour tout ce qui est afrobeat, musique urbaine. Donc moi, j'essaye de me démarquer, d'aller chercher des nouveaux talents du côté de l'Afrique francophone. Et ma base de recherche, c'est Internet. Donc Instagram, Twitter, je suis beaucoup d'influenceurs, TikTok, j'écoute les sons qui sont challengés parce qu'il y a beaucoup de challenges sur TikTok. Donc à travers ces challenges, on découvre beaucoup de musique. Donc quand je découvre des musiques à travers ces différentes plateformes, j'essaie de rentrer en contact avec les productions de ces artistes pour essayer d'avoir les pistes master. Parce que très souvent, quand on contacte les collègues DJ sur place, en local, ils nous envoient vers YouTube. Ils nous envoient vers YouTube de transformer, de faire les conversions YouTube vers MP3. Et pour de la qualité, c'est pas top. Donc moi, j'essaie de rentrer en contact par le biais des managers des artistes ou directement avec l'artiste, parce que souvent l'artiste est son propre manager. Et c'est comme ça qu'il m'envoie par mail les pistes master. Et moi, derrière, je fais aussi un travail de relais avec mon réseau. Parce j'ai formé un réseau de DJ sur l'Europe, en France principalement, en Belgique, en Suisse, en Italie et en Allemagne, les DJ africains. Donc derrière, moi, je fais circuler, pareil, par mail, on a nos petites boucles, et c'est comme ça que ça marche pour l'instant. Ok. Finalement, j'ai l'impression qu'entre vos deux expériences, il y a comment dire, même des usages complètement différents, en fait. C'est-à-dire qu'on est une génération du digital, et il y a l'ancienne génération, entre guillemets, mais qui est encore, c'est même pas une ancienne génération, parce qu'aujourd'hui encore, finalement, les promoteurs voyagent, il y a énormément de festivals. Ce que je vois, c'est que toi, tu te déplaces, tu vas rencontrer des artistes, tu les emmènes ici, mais en même temps, les artistes qui sont là-bas, quand tu rencontres un promoteur comme Sébastien, comment est-ce qu'il est facile de venir? Parce que tout à l'heure, tu parlais de Crotal, Sébastien, et je me dis, bon, toi, Blick, qui a été artiste en Afrique, ok, est-ce que tout de suite, un promoteur vient te proposer un concert? Il est facile pour toi de prendre ton billet d'avion et d'arriver comme ça? Enfin, est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi? Bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué, sachant que il y a la question de l'immigration qui est au centre des déplacements des uns et des autres, hein, c'est-à-dire autant pour les artistes que pour des citoyens de ces différents espaces, parce que c'est une question qui surtout fait face à des complications lorsqu'on vient de l'espace, de certains espaces, vu que nous vivons dans un monde où c'est les rapports de force qui décident, parce que tout simplement se poser la question pourquoi un artiste qui vit en France et qui a un passeport français pourrait plus facilement aller dans d'autres pays que celui qui vit dans ces différents espaces. Qu'est-ce qui fait que ce soit beaucoup plus facile
pour quelqu'un d'ici que pour quelqu'un de là-bas. C'est tout simplement les rapports de force. C'est que à ces pays encore aujourd'hui, on oblige, on sort la carte de l'immigration comme si les déplacements ne se faisaient que dans un sens. Exactement, dans un sens. Donc voilà, non, en tant qu'artiste aujourd'hui, on se retrouve vraiment on se retrouve complètement face à ces complications. Et moi, en tant que producteur aussi, je me suis retrouvé à me battre. J'en parlais encore avec Sébastien il n'y a pas longtemps pour une artiste de mon label qui est au Mali et que j'ai envie de faire venir. La première fois qu'on a voulu la faire venir il y a 2 ans pour l'événement que j'organise en Suisse, Show Me, on s'est retrouvé, elle n'a pas pu être là tout simplement parce qu'on lui a refusé le visa, sachant que c'est la rappeuse malienne la plus connue de son pays, quoi. Et qui en plus mène un travail de formation auprès de jeunes filles qu'elle initie au rap et voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment acteur dans son pays et qui fait des choses et qui est connu et reconnu. Mais même des gens comme ça sont confrontés aux problèmes de circulation et quel que soit le niveau de leur travail. Et en général, je pense que ça c'est contre-productif parce que ça démontre en fait aux plus jeunes que en fait ça ne sert à rien de faire un vrai travail, d'être professionnel et d'être entre guillemets exemplaire parce que de toute façon, même des gens comme ça peuvent être confrontés aux questions de la circulation et des visas. Et moi qui vous parle, j'ai été bloqué 8 mois au Cameroun. C'est-à-dire, je vivais en France à l'époque avec un visa d'1 an et à chaque fois, je payais déjà mon loyer ici, j'avais des concerts un peu partout en France et comme j'avais un visa, il fallait renouveler tous les ans. Il fallait sortir de la zone Schengen tous les 3 mois. Donc souvent, je prenais mon billet, j'allais à Tunis juste pour avoir un cachet de sortie et d'entrée le même jour et je revenais en France pour pouvoir garder mon visa. Et un jour, je vais le renouveler au Cameroun. On m'a refusé le visa, sachant que j'avais été pris RFI avec ma case. J'avais le Cora Award avec ma case, on a eu tous les prix, quoi. Et donc, mais moi, je me suis retrouvé bloqué 8 mois au Cameroun, ayant mon studio que je payais à Paris, tout simplement parce qu'apparemment, le directeur de l'Institut français qui avait conseillé au consul de me donner un visa, parce que j'étais un artiste connu et reconnu dans mon pays. Entre eux, apparemment, ils avaient de leurs problèmes, et donc, pour régler leurs problèmes, il a décidé de ne pas me donner un visa. Donc, je reste bloqué au Cameroun pendant 8 mois. Et donc, les plus jeunes qui voient tout ce qu'on représente, ils sont pris RFI. Donc, qui pris RFI, ça veut dire Radio France Internationale. Bien sûr. Donc, même un mec qui a le prix Radio France Internationale peut avoir un refus de visa. Bien donc, sûr. pourquoi est-ce que on va aller tenter? On va essayer de prendre la pirogue ou le machin pour aller en mer, quoi. Donc, en fait, c'est cette politique aussi incite les gens, en fait, parce que contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le fait que il faut essayer de sensibiliser sur. Mais au contraire, la sensibilisation, c'est justement de démontrer encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est des choses qui vont changer lorsque l'Afrique sera assez puissante. Elle va pouvoir opposer un devoir, une obligation de réciprocité. Bien sûr. Et pour le moment, malheureusement, c'est pas encore le cas. Et en attendant que ce soit le cas, je pense qu'il faut quand même que des gens qui font un travail sérieux puissent être considérés de manière sérieuse. Un gars comme Crotal, avec qui on s'est battu pour obtenir un visa, c'est une insulte, en fait, à toute la jeunesse, à tous les artistes d'un pays, en fait, quoi. De dire qu'en fait, vous ne valez pas grand-chose. Parce qu'on peut vous refuser un visa à l'un de vos meilleurs rappeurs, artistes, non seulement camerounais, mais africains. Parmi les meilleurs rappeurs, artistes africains. On peut lui refuser un visa tout simplement parce qu'on peut le faire, quoi. Donc, je pense que c'est une question qui est, aujourd'hui, quand on est un artiste vivant sur le continent, heureusement que les outils nouvelles technologiques sont venus tout simplement casser ces barrières et peuvent permettre aux artistes vivant sur le continent de pouvoir distribuer leur projet, de pouvoir les diffuser sans toutefois être obligé de partir, quoi. Mais justement, je rebondis parce que quand tu parles du digital, je me dis, mais toi, en tant que booker de DJ, enfin, comme tu disais que tu partages quelque part aussi tu fais la promotion des DJ africains ici, est-ce qu'il t'arrive de faire venir des artistes et des DJ et finalement, comment est-ce que tu rencontres les mêmes difficultés que Blick justement à les faire venir? Est-ce que les DJ ont un traitement entre guillemets de faveur par rapport aux autres musiciens? Oui, j'ai eu déjà organisé des tournées pour une dizaine d'artistes, principalement camerounais et gabonais, en Europe. Et les difficultés que Blick racontait sont les mêmes. J'ai été confronté à ces mêmes difficultés, au début surtout, pour des artistes reconnus dans leur pays. Des refus d'obtention des refus de visa,
sachant qu'on a la salle qui est bookée, les billets qui sont déjà vendus, on est à 2 semaines de l'événement, l'artiste a un refus de visa, donc il faut faire jouer les relations pour essayer de ne pas perdre l'événement, parce que derrière, la salle s'est perdue, les tickets, comment expliquer aux gens que votre artiste n'a pas eu de visa, ça fait pas sérieux, ça fait pas crédible. Enfin, ça remet en question tout un écosystème. Donc, ça a été de gros problèmes pendant un moment. Du coup, moi, en tant que tourneur, ça me freinait dans mon choix des artistes. J'essayais de m'orienter vers des artistes les plus mainstream possibles et qui avaient déjà peut-être une expérience à l'extérieur pour éviter ou pour limiter les refus, les chances de refus de visa. Donc, dans certains cas, pour régler ce problème, il faut jouer sur les relations qu'on pourrait avoir dans le pays. Si on n'en a pas, c'est perdu. Dans d'autres cas, il faut peut-être mobiliser les fans sur les réseaux. Il faut en parler. Il faut faire des sensibilisations. Dire, ouais. Et des fois, très souvent, ça marche. Mais c'est dommage d'en arriver à ça quand même. C'est dommage parce que ces mêmes fans, demain, sont capables aussi de vous décrédibiliser. Parce que à la moindre erreur, ils vous feront comprendre que c'est grâce à nous que tu as eu ton visa. Ça fait partie de la solidarité, peut-être. Tu avais peut-être une réaction. J'allais dire mais je complète ce qu'il a dit, parce que c'est exactement ce que j'allais répéter, c'est que 2 fois, il faut qu'on le dise, parce que c'est un problème et du gouvernement du pays en question et de là où la personne va aussi, parce que il y a déjà un contrat diplomatique qui est entre ces pays-là. Voilà pourquoi il y a une ambassade. Donc, à mon avis, si il y a un refus d'obtention, il faut oser surtout le dire. Il n'y a pas de honte à avoir là-dedans. Et c'est ça qui va faire bouger les choses. Parce que si on se tait, c'est mon avis, hein, je ne m'y connais pas vraiment, mais c'est mon avis, le fait d'en parler permettra justement à ce que ça change. Mais ça, je pense que il faut faire jouer, bien sûr, les relations, mais il faut surtout faire jouer les relations diplomatiques des 2 pays. Et c'est à ce moment-là, parce que si le pays qui accueille, on refuse le visa à celui qui doit quitter pour aller chez l'autre, et que l'autre il refuse, à ce moment-là, c'est celui qui l'accueille qui doit lui dire, mais attends, il y a un problème. Parce que là, nous, on vous accueille chez nous. Et c'est notre artiste, nous, on l'a validé ici. Et là, il part pour bien sûr un truc bien écrit, noir sur blanc. C'est pas un truc de faux, on l'accompagne et vous le refusez. Cause de pourquoi? Donc moi, je pense que c'est comme ça qu'on va finalement réussir, franchement, à permettre cette circulation égalitaire entre les 2 pays en question. Parce que là, c'est le truc, il est dans un sens. C'est la chose que je n'aime pas trop, parce que c'est dans un sens. Pourquoi c'est dans un sens? Et c'est là où ça me fatigue, moi, franchement. Sébastien, justement, toi qui fais partie du comité Visa de Zone Franche, qui est une grande association qui réunit les professionnels justement des musiques du monde et qui particulièrement, spécifiquement, je le dis pour nos internautes, s'occupe justement des questions de circulation. Finalement, quels sont les leviers que vous activez? Puisque tout à l'heure, Masta parlait de réseau, là on parle de mobilisation, Blick parlait aussi de la responsabilité quelque part des États aussi. Finalement, vous en tant que collectif, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faciliter tout ça? Alors, le comité visa du réseau professionnel Zone Franche, en fait, il réunit les différents ministères en France, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, ministère de la Culture, les syndicats d'employeurs et les sociétés d'auteurs aussi, CNM, Adami, Spedidam. Et donc, le rôle du comité visa, c'est de recevoir des dossiers qui sont solides administrativement, dans lesquels on a l'assurance, le contrat de travail, les billets d'avion, l'attestation d'hébergement, tout est bien, mais qui sont ou bien ni refusés ni acceptés, alors que les gens doivent prendre l'avion, ou bien qui ont une notification de refus, alors que le dossier est solide. Et à partir de là, nous, on a, en tout cas, le comité visa et la personne qui s'en occupe au niveau opérationnel fait une discussion avec le service des visas de Nantes, qui lui intervient quand il le veut bien, intervient en direct avec les consuls de chaque pays. Si jamais ce premier niveau ne suffit pas, on remonte nous
au niveau affaires étrangères, au niveau du ministère de la Culture, sur une deuxième opération, de dire cet artiste, voilà, c'est solide, il n'y a aucune raison que ça voilà, ça c'est la deuxième remontée. Et puis moi, ça m'est arrivé effectivement pour Africolor de faire une troisième opération qui est là le post Facebook dénonçant la situation. On l'a fait pour Cretal, on l'a fait pour une artiste malienne. Et là, on monte un peu plus haut et on monte un peu plus rouge aussi. Et là, ça débloque, mais 6 heures avant l'avion. Ouais. Voilà. Mais ce qui veut dire, si je comprends bien, c'est que il faut se fédérer. Ouais. Si j'entends aussi hein, dans ce que tu proposes, dans ce que tu présentes, il faut se fédérer pour pouvoir impacter finalement auprès des institutions. Mais vous, au regard de l'expérience justement de ce comité, vous avez quel est le taux de réussite, par exemple, des démarches à peu près? Alors, c'est pas du 100%. Ouais. En tout cas, dans les dossiers, globalement, dans les dossiers solides qui arrivent, on est quand même sur un taux de traitement positif entre guillemets qui est à 70%. Okay. Voilà, il y a toujours enfin voilà, il y a aussi des pays dans lesquels c'est très compliqué sur les questions que vous connaissez bien, les prises de rendez-vous, les prestataires, Oui. notamment, enfin voilà, je vais pas les citer, mais mois, enfin, ils se reconnaîtront, les pays dans lesquels les prestataires de prise de rendez-vous, c'est un scandale, voilà. Et puis il y a des pays avec lesquels les consuls en place ne veulent rien entendre. C'est-à-dire que ils peuvent avoir 3 ministères, etc. Il y a des règlements de compte locaux qui font que ils disent ah ben moi j'ai pas assez de personnel, je veux rien entendre, Bien etc. Ouais. Ok. Juste pour ajouter, en fait, ce que dit Sébastien, je voudrais attirer l'attention surtout sur notre responsabilité. Je pense que pour moi, le vrai problème, c'est nous, en fait, quoi, parce que si cela est encore possible aujourd'hui, c'est parce que nous ne faisons rien. C'est-à-dire, moi, j'avais commencé, lorsqu'on a eu problème avec Cretal, j'ai commencé à initier une espèce de fronde et composée d'artistes africains importants qui, à chaque fois, peuvent se lever comme une personne, comme un seul, et de dire que ça ne peut plus se passer comme ça, quoi. C'est-à-dire, on ne peut plus continuer à avoir des refus de visa aujourd'hui pour des artistes importants, et nous ne faisons rien. Qui va le changer? C'est pas la personne qui refuse, à la personne qui refuse le visa à un moment donné de décider, parce que là, elle va continuer à le faire selon ses humeurs. Bien sûr. Mais c'est à nous de nous organiser et de créer un vrai contrepoids, et qu'en face, le consul, quand il est dans un pays, qu'il réfléchisse à un refus de visa, parce qu'il sait que si je refuse un visa à un artiste reconnu, important, ce que je me prends dans la gueule dans ce pays, grâce au mouvement organisé par les artistes eux-mêmes, je ne le recommencerai pas. Mais tant que les artistes eux-mêmes ne sont pas organisés, pourquoi, par exemple, je prends au Cameroun, pourquoi tous les artistes qui sont connus ne s'organisent pas en créant, en se fédérant, en disant, OK, désormais pour les problèmes de circulation, parce qu'en attendant que notre écosystème, notre environnement s'organise, nous avons besoin, parce que la musique est un produit, de sortir pour aller présenter notre produit partout où c'est possible et partout où nous sommes sollicités. Si le frein, c'est tout simplement des gens qui habitent chez nous et décident, selon leurs humeurs, de pouvoir venir fragiliser notre métier qui est déjà très compliqué, parce qu'il n'y a pas d'organisme qui accompagne ces artistes là-bas. C'est à ces artistes de dire désormais, OK, on s'organise. Et à chaque fois que ça va arriver, le consul, les responsables sur place vont entendre parler. Et je pense que ça va changer. Mais tant que nous ne faisons rien, ça va continuer à dépendre des humeurs de ceux qui décident de délivrer ces visas. Bien sûr. Et du coup, je reviens au présent, vraiment à notre immédiateté, dans ce contexte de crise du Covid, qui arrête complètement toutes les tournées. Hein. Je crois que tous ici, vous êtes impactés d'une manière ou d'une autre. Comme il nous reste très peu de temps, j'aimerais que chacun de vous nous dise un peu quelle solution il a mis en place justement pour permettre de faire circuler et des œuvres ou des artistes pour justement pallier aussi, parce que comme on est dans une espèce de situation particulière, et d'un coup, il faut se déployer. Comment est-ce que toi, de ton côté, au niveau du festival, tu rebondis? Très clairement, sur la moitié des concerts, on met en place des dispositifs de live stream. Ça, c'est vraiment la première chose. Et donc, il existe, en tout cas pour les artistes qui veulent venir, un système de laissez-passer exceptionnel à demander en justifiant de pertes économiques si les artistes ne viennent pas. Donc, c'est très compliqué. Mais principalement, la solution, elle est digitale. Oui. Digital. Master.
Pareil pour moi, je commence à peine à réfléchir sur les solutions digitales. J'avoue que j'étais plus en train de subir parce que moi j'ai eu 2 événements qui ont été sévèrement sanctionnés par cette situation. Et j'étais plutôt parti sur un report en me projetant sur 2021 tout simplement. Maintenant que je suis en train de voir que ça risque de peut-être s'allonger, je commence à réfléchir sur des solutions digitales, voir ce que je peux proposer avec les artistes avec lesquels je collabore en Afrique, voir si c'est pas possible de les faire venir ici parce que j'ai plus confiance à la qualité du réseau Internet pour tout ce qui est live stream, ou si même là-bas à distance faire une captation pour derrière proposer en streaming ici mais pas en direct. Ok. Et toi, Candy? Le futur, c'est clair, hein, ils ont déjà tout dit, hein, c'est là-dessus qu'on va tous muser. Parce que comme je disais, c'est important pour nous de quand même continuer à faire notre métier malgré la situation, parce que c'est comme ça qu'on va rendre le monde meilleur. Sans musique, ça va être triste. Donc du coup, c'est le live stream qui est, dans le court terme, moi, c'est ce que je vois. Du coup, ça va moi me faire du bien en même temps de chanter et puis avoir des gens aussi qui vont écouter, même si c'est pas physique, mais au moins on va partager cette gaieté-là en attendant que les beaux jours arrivent. Et Blick, toi? Ouais, non, je pense que c'est une période qui nous permet de réfléchir à la démocratisation et à l'optimisation des outils nouvelles technologiques que on pensait avoir poussé très loin jusqu'à ce que le Covid arrive. Hein. C'est-à-dire, on se dit comment est-ce que jusqu'ici on n'avait jamais pensé à faire des festivals à la maison et de jouer à partir de chez nous et tout simplement de pouvoir exploiter un peu comme le fait le pay-per-view par exemple, moi qui suis fan de l'UFC qui est un sport de combat. En fait, ce qu'ils arrivent à faire, et je pense qu'il faudrait que dans la musique on arrive à faire ça, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est que si par exemple il y a un événement qui se passe à Paris, l'événement est filmé et diffusé en temps réel, mais à partir d'un périmètre de 600 km en dehors de Paris. C'est-à-dire pour inciter ceux qui sont à l'intérieur des 600 km de venir à l'événement et ceux qui sont en dehors des 600 km de pouvoir payer et assister à l'événement. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi des solutions qu'on peut essayer essayer de capitaliser en attendant de trouver un modèle économique parce que l'histoire, le vrai problème, c'est que comment est-ce que tout cela est rentable pour la personne qui produit, parce qu'au-delà de la diffusion, il faudrait que ça puisse produire de l'argent et je pense que le temps est peut-être propice aujourd'hui aux uns et aux autres, mais surtout pour des pays où il y a beaucoup moins de moyens, comme chez nous, en fait, beaucoup moins de moyens, où pour le moment les moyens ne sont pas où il faut, de pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on peut capitaliser sur le digital, quels sont les modes de circulation qu'on peut créer à l'intérieur du pays, sachant que là, par exemple, je discutais avec quelqu'un du MAMA qui disait que cette année, les artistes africains étaient, on prenait pas les artistes africains, pourtant c'est le continent qui apparemment est le moins touché. Et en même temps, c'est les mêmes qui sont encore pénalisés, pourtant c'est eux qui n'ont pas, c'est eux qui sont pas touchés. Donc je pense que il revient aussi aux Africains de pouvoir aujourd'hui réfléchir à moins de circulation interne, interpays et voir comment est-ce qu'on peut capitaliser sur le digital. Tout à fait. Donc on arrive au terme de cette rencontre. Si je récapitule, pour la circulation, régler les problèmes administratifs, se fédérer, aussi bien en association de professionnels qu'en association d'artistes, pour impacter aussi de l'autre côté. Et puis par ailleurs, on est dans le contexte de crise, Internet est visiblement la solution, en tout cas temporaire, mais finalement, de ce que j'entends dans ta proposition, Blick, Internet peut être également aussi une option pour régler aussi les questions de circulation des œuvres, comme tu le fais avec les DJ. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Blick Bassi, Candy Guerra, DJ Masta Premier, Sébastien Lagrave. Merci d'avoir suivi cette rencontre. Restez connectés, suivez les prochaines rencontres sur le site le-moca.com. Merci beaucoup.